Les Jane Drew Prize, et pour moi, c'est d'abord la reconnaissance de mon travail. C'est quelque chose de très émouvant pour moi, ça n'arrive pas tous les jours. Donc je suis très honorée par ces Jane Drew Prize. Et peut-être ce prix va me permettre de mieux défendre mes projets avec les usagers, surtout les 2 projets qui sont menacés de démolition. Peut-être ça va me permettre de continuer de travailler et de réaliser encore quelques projets en architecture. Alors, j'ai décidé de devenir architecte une fois ayant, comme adolescente, découvert un livre qui m'était envoyé de Londres, dont le titre c'était « Art Treasures of the World ». Et ce livre, c'était une magnifique présentation de cultures différentes du monde entier, dont la culture française, et l'architecture était représentée par plusieurs architectes. Mais il y avait quelques images qui m'ont marqué, c'est la chapelle de Matisse à Vence, c'était Falling Water de Frank Lloyd Wright, et c'était aussi le Ronchamp de Le Corbusier. Il y avait d'autres images d'architecture diverses, mais manifestement, l'impact était plus petit. Et alors, ces images me paraissaient fabuleuses, je trouvais c'est d'une beauté incroyable. Et je voulais donc faire Beaux-Arts, mais j'ai bien compris que les Beaux-Arts, ce n'est pas tellement la direction, dans la mesure que l'architecture s'est fait en Pologne, se faisait à l'époque et se fait toujours à l'école polytechnique. Donc j'ai passé l'examen et j'ai commencé à faire mes études d'architecte. Je ne pense pas qu'être femme m'a empêchée de faire l'architecture. Je n'ai jamais subi des problèmes liés à mon sexe, surtout quand commençaient les chantiers que j'ai suivis, car simplement les compétences étaient importantes. En revanche, dans le monde de reconnaissance de mon œuvre, je pense qu'en effet, le travail des femmes en général n'est pas mis en valeur comme il faut. Par exemple, les grands prix d'architecture que la France accorde tous les ans aux architectes très performants, aucune femme l'a reçu. Et à l'exception de René Gaillustet, l'architecte qui reçoit les prix à l'âge de 92 ans, où elle ne travaillait plus depuis une vingtaine d'années, où elle n'avait pas de force, de possibilité à pouvoir se déplacer et le reculer et le récupérer. Or, il y a des femmes architectes en France qui travaillent très bien et qui laissent de splendides réalisations, même si ce n'est pas peut-être, et bien évidemment, en nombre, le nombre n'est pas équivalent à celui des hommes, elle existe quand même. J'avais l'occasion de commencer à travailler très jeune, ayant 23 ans à peine, et tout de suite dans le domaine de l'habitat social, car l'époque était très prometteuse. C'était la période post-mai 68 en France, où nous avons tous voulu vivre différemment, où il y avait des maîtres d'ouvrage qui ont lancé ces défis contre l'habitat social vétuste et peut-être absolument pas intéressant. Et l'époque était formidable. Et cette époque, elle s'est terminée une vingtaine, une trentaine d'années plus tard. Et aujourd'hui, les enjeux sont différents. C'est-à-dire, l'habitat social ne constitue plus les terrains de recherche pour les architectes, contrairement à l'époque d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Je pense qu'en ce qui concerne l'habitat social, l'ambiance n'est pas très positive quelque part. Et je pense qu'on construit de plus en plus vite, de moins en moins bien, et que la recherche en architecture, tout court, aujourd'hui, n'est pas à l'ordre du jour. On peut peut-être se prononcer sur les problèmes techniques, thermiques, les classements du bâtiment pour respecter toutes les contraintes qu'on nous impose aujourd'hui, mais l'espace dans lequel on croit, dans lequel on veut vivre, l'espace qui nous apporte quelque chose en plus, que la réponse de la fonctionnalité simple. Et je pense qu'aujourd'hui, ces projets sont inexistants, il me semble. Au moins, ils n'existent pas avec une telle force d'expression comme il existait dans les années 80. J'habite dans le logement que je dessinais pour le projet de l'Ancillon à Ivry-sur-Seine, qui était livré en 86. Et est-ce que j'ai appris quelque chose de cet espace ?
Et sans doute l'espace m'a étonnée, malgré le fait que c'est moi qui l'ai dessiné, car à partir du moment où les espaces sont très complexes, c'est bien beau de voir tous les plans, dessiner toutes les coupes, travailler à la maquette, on est toujours surpris. Et alors, je suis très contente parce que je suis surprise d'une manière excessivement favorable. J'adore mon logement, j'y habite depuis 86 et je compte d'y mourir si on ne me vire pas, voilà. J'aime ce logement à cause de l'éclairage zénital, j'aime à cause de 3 niveaux, de cette impression de vivre dans des volumes énormes. Et ils sont énormes, malgré le fait que la surface au sol n'est pas si grande que ça. C'est grâce au vide à plusieurs niveaux. Et grâce à l'éclairage qui sculpte l'espace, grâce au jardin suspendu qui entoure ces logements, aux plusieurs façades, à cet éclairage qui vient de toutes directions. Voilà, c'est comme ça que je conçois les plaisirs de vivre quelque part. Et je pense que je ne suis pas la seule de l'aimer. Ça ne suffit pas de construire les projets, il faut encore après que le maître d'ouvrage, que le bailleur les entretient. Et si les projets ne sont pas entretenus pendant des années, et si l'eau s'enfile dans le logement parce que tout simplement l'étanchéité des toitures qui avait une garantie de 20 ans pendant 35 ans n'est pas entretenue, il y a quand même un problème qui se pose. Et dans ces cas, l'entretien, au fur et à mesure que le temps passe, va coûter de plus en plus cher. Et si à ces problèmes d'entretien s'ajoutent après les problèmes de rentabilité des terrains aujourd'hui que beaucoup de maîtres d'ouvrage souhaitent utiliser, et le projet des Blancs-Ménil par exemple, il est face à la gare qui est à 20 minutes à peine du centre de Paris. Donc bien évidemment, des constructions basses ne rentrent pas tellement dans la rentabilité aujourd'hui de plusieurs bailleurs sociaux. Le cas de Collège est complètement différent. Et je pense que c'est surtout les problèmes d'entretien et surtout quand même une certaine étroitesse aujourd'hui d'esprit, malheureusement, qui concerne beaucoup du pays européen, et pas seulement. C'est que les projets qui étaient prévus pour une autre pédagogie, pour une pédagogie nouvelle, aujourd'hui, peut-être, ils ne sont pas vus comme il faut. Il est important aux architectes d'avoir une vraie conscience politique, parce que l'architecture, malheureusement, c'est aussi de la politique. L'architecte n'existe pas sans les maîtres d'ouvrage, sans les élus, sans les politiques qui appuient sa démarche. Donc je pense qu'il faut choisir peut-être son camp quand on est architecte. Le seul conseil que je peux donner à un jeune architecte, c'est voilà, ne vous brimez pas à cause des réglementations. Parce que les réglementations, il faut apprendre à les traiter, à les peut-être contourner. Il ne faut pas que ce soit un élément qui brise votre imaginaire, car il faut d'abord penser au plaisir des gens qui vont habiter dans n'importe quel lieu ou qui vont travailler à n'importe quel lieu. Et quand on pense à leur plaisir, je pense que le projet s'est fait d'une manière très naturelle. Mais j'avoue que c'est un métier qui est très difficile. Et je pense que c'était dans un des livres d'Erilke qui s'adressait à un jeune ami. Et ce jeune ami a demandé comment faire le métier d'écrivain. Et Rilke lui a répondu, faites ce métier si vous êtes vraiment incapable de faire d'autre chose. Donc c'est un métier difficile, mais c'est un métier qui est absolument splendide. Et c'est plaisir de concevoir des lieux et de faire plaisir aux gens. Et c'est important de dire que les habitants du quartier qui étaient prévus à la démolition se sont battus pour que ces quartiers restent. Je pense que c'est le plus grand plaisir qu'un architecte peut avoir en retour de son travail.